Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau livre que je viens de terminer de lire, comme d'habitude, qui s'appelle « Où sont passés nos espions ?» Et donc, ce livre est écrit par Christophe Dubois et Éric Pelletier. Voilà, donc moi je l'ai lu. Alors, petit et grand secret du renseignement français. Alors, de quoi on parle dans ce livre? Eh bien, en fait, il est question de terrorisme, en gros, mais terrorisme avec tous les sujets annexes. Par exemple, dans les grands champs d'investigation dans le livre, on va traiter du terrorisme, mais surtout on va voir aussi l'aspect psychiatrique des individus qui sont radicalisés, la paranoïa de certains individus, parce que certains relèvent vraiment de la psychiatrie, hein, c'est ce qu'on voit dans le livre. La relation du monde médical, du secret médical avec la police, parce que bon, c'est couvert par le secret médical, hein, une maladie psychique. On voit aussi le parcours des terroristes qui partent de la zone syrienne, turque, vers l'Europe et qui repartent. On voit aussi dans ce livre les défauts de contrôle aux frontières grecques, à l'époque des faits pour les terroristes en Syrie. Et on voit aussi l'affaire du Bataclan, Charlie Hebdo, qui est vraiment écrit chronologiquement, qui est très bien récité dans le livre. Et donc, c'est bien écrit. Hein. Et donc, on voit aussi que le sujet du terrorisme englobe aussi les agents de renseignement, les analystes. Voilà, donc on voit vraiment tout un large champ de spectre autour du terrorisme. Et donc, on voit des gens qui donnent des renseignements, hein, des généraux dans le livre, dont je vous ferai quelques lectures à la fin de mon récit, quand je vous parle de livre. Je ferai après quelques lectures de pages, qui est vraiment intéressante. On voit aussi le champ du spectre des écoutes téléphoniques, du contrôle des écoutes téléphoniques, du respect de la vie privée, l'acquisition des renseignements à partir de l'étranger en contournant la loi française, le monde politique qui a affaire au terrorisme, le ministre de l'Intérieur, enfin voilà, on voit plein de personnages, plein d'organisations autour du terrorisme. Et donc voilà, bon moi je suis pas très intéressé par le terrorisme parce que bon, ça me saoule à la fin de lire ce genre de choses là, parce que bon, on a tous vu à la télévision des documentaires, pardon, sur les affaires terroristes syriennes en France et tout ça. Donc voilà, donc ceux qui s'intéressent à ce genre de phénomène, le terrorisme, c'est intéressant pour eux, mais si vous n'êtes pas là-dedans, si vous ne voulez pas vous y plonger sur 300 pages, n'y touchez pas à ce livre. Mais sinon, si vous êtes intéressé au terrorisme et à tout ce qui est connexe au terrorisme, tout ce qui gravite, ben voilà, c'est intéressant à le lire. Donc moi je l'ai apprécié, hein, donc je donnerai un petit 7 sur 10 quoi. Et donc maintenant je vais vous lire quelques pages intéressantes que j'ai appris dans le livre. Alors dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle la DGSE à la frontière de la loi. Alors c'est très instructif parce que plusieurs fois dans plusieurs livres j'ai lu les mêmes choses, c'est-à-dire que la DGSE contourne la loi sur les écoutes. Comment elle fait? Eh bien elle envoie un numéro de téléphone aux Américains, à la NSA ou à la CIA, et en échange, les Américains leur renvoient toutes les écoutes, les appels émis, toutes les métadonnées du numéro de téléphone. Donc ici, dans les livres, ça confirme que la DGSE contourne la loi. Alors, c'est une autre zone grise du renseignement. Quelle est l'ampleur des surveillances, écoutes, géolocalisation, balises menées par les services français, en particulier la DGSE? En dehors du territoire national, quelles sont-elles contrôlées? Comment? Le sujet est complexe, rarement exploré, mais fondamental tant les moyens de communication sont imbriqués et mondialisés d'un point de vue technique et capitalistique. En janvier 2016, Jean-Yves Le Drian rencontre son homologue Ashton Carter à Paris. Au dire des spécialistes, l'ambiance s'est réchauffée. Aujourd'hui, les Américains nous communiquent du renseignement très secret défense, ce qui n'était pas le cas auparavant, explique le général Christophe Gomard à la commission d'enquête sur les moyens de l'État face au terrorisme. Lui-même anime le comité Lafayette mis en œuvre après les attentats de Paris de novembre 2015. La France qui ne figure pas dans les Five Eyes, le cercle fermé des grands alliés américains, serait considérée comme le sixième œil des États-Unis. Une manière d'y être sans y être, de préserver sa matière première. Le renseignement français ne peut pas se permettre de mettre en commun toutes ces données brutes, sinon on est à poil, résume un militaire.
Environ 20% des images aériennes de la France traitées proviennent d'outre-Atlantique. On a les mêmes moyens qu'eux, mais en moins grand nombre, analyse en général. Dès qu'on a un numéro de téléphone français, on leur fait une demande. C'est pas mal, hein? C'est le général qui le dit. Alors, toujours dans ce chapitre des écoutes téléphoniques, hein, en matière de terrorisme, on apprend dans le livre que, via les câbles Wikileaks, on apprend que l'ambassade, ils ont construit un faux étage avec une bâche. Et donc, il y a des antennes qui captent les données de l'Assemblée, de l'Élysée, enfin voilà quoi. Et donc, il y a un responsable qui dit qu'il ne faut pas se disputer publiquement et qu'il vaut mieux qu'on règle ça entre quatre yeux plutôt que les journalistes, les médias, ils en parlent. C'est ce qu'on dit dans le livre. Donc, alors je continue, hein, toujours dans l'histoire des écoutes. Hein, donc, dit que pas question de faire trop de barouf publiquement hein, sur les différents matières d'écoute. Il serait irresponsable de mettre les différends sur la place publique. Il y avait dans cette attitude une part d'hypocrisie. Nous n'avions tout simplement pas les moyens de nous fâcher avec notre principal allié, avoue une source élyséenne. Les Américains nous transmettent absolument tout ce qu'ils ont en matière de lutte antiterroriste. Donc ça marche à plein gaz, ça c'est bien. Traduit un cadre du renseignement. Le grand chalut technologique se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, prouvant son efficacité chaque jour. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que à la place de viser un numéro de téléphone ou un nom, on prend tout de toute la population et à ce moment-là, on cherche aux fouilles. C'est au chalut, c'est une expression qui dit comme ça, quoi. C'est d'ailleurs grâce aux capacités américaines qu'à l'été et à l'automne 2016, la DGSI a pu repérer les abonnés de la chaîne cryptée du djihadiste français Rachid Kassim, installé en zone irakienne, irako-syrienne. Donc vous voyez, donc ça marche, les écoutes téléphoniques au chalut, quoi. Voilà. Alors, dans le livre, on fait aussi référence à un autre, dans un autre chapitre, la poursuite d'Abdeslam lorsqu'il quitte la France vers la Belgique. Hein. Et donc, on parle de cet épisode et c'est très instructif parce que, plutôt de qualifier les faits comme, parce que c'est un terroriste, hein, ben, en fait, il est inscrit dans le fichier comme un délinquant de droit commun. Donc, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de Salah Abdeslam. Donc, il est question, quand il est dans la voiture, il va franchir la frontière vers la Belgique, c'est à ce moment-là qu'on parle de ces faits-là. Donc, comme le veut la procédure, les gendarmes contactent le bureau Sirène de la division des relations internationales basée dans le locaux de la DCPJ à Nanterre et demandent la conduite à tenir. Les services de police judiciaire belges ont inscrit le nom de Salah Abdeslam dans le fichier européen. Mais il n'est pas signalé comme foreign fighter, combattant étranger. Hein. Il est seulement surveillé au titre de la surveillance générale dite 36.2. En fait, 36.2, je pense que c'est dans le système Schengen ou Europol, je ne sais pas, c'est un 36.2, ça fait référence à des critères, quoi, pour ses activités de délinquant. Donc là, 36.2, c'est pour des activités de délinquance. Il est connu dans ce fichier-là, quoi, pour ce type d'activité-là. Et non pour des menaces contre la sûreté de l'État, notamment le terrorisme islamiste, qui relève de l'article 36.3. Voilà. Ce qui distingue ces deux articles, ce sont les services qui procèdent à l'inscription. La police judiciaire pour le 36.2, les services spécialisés des DGCI, par exemple, pour le 36.3. En Belgique, il est de notoriété publique que la police judiciaire et la sûreté de l'État s'entendent difficilement. Soit. Il est donc demandé aux gendarmes de procéder à un contrôle discret. Ils décrivent le véhicule, la plaque d'immatriculation, l'identité des occupants, leur provenance, la destination et le motif de leur voyage. À l'issue des vérifications, ils laissent repartir le fugitif. Ce n'est qu'à 10h45 que le bureau Sirène de Belgique précise que Salah Abdeslam était, d'après leur service, un individu radicalisé, candidat au djihad. Ils nous ont demandé si on l'avait encore, relate une source informée. Nous avons répondu non, il est parti. Alors, les Belges ont été critiqués pour cela, mais fait-on mieux? Ce type de pratique a longtemps été la règle chez les services de renseignement européens qui ne voudraient pas dévoiler leur objectif. Donc, à leurs partenaires et préféraient donc masquer leur activité, révèle un bon connaisseur du système. En outre, il était inquiet de la réaction du policier allemand, grec et italien lorsqu'il découvrait qu'il avait en face de lui un terroriste potentiel et non un simple délinquant. Il part donc du principe qu'il était plus discret d'indiquer dans leur objectif, dans le système du fichier, qu'il était recherché pour de simples faits de droit commun.
Voilà comment il a pu passer les frontières. Il est connu pour les droits communs, il n'est pas connu pour être un terroriste, il n'est pas connu pour être un combattant fighter, je ne sais pas quoi, de la Syrie, des Irakiens. Donc c'est comme ça qu'il a pu traverser des frontières quoi, avec ses documents officiels. Donc voilà, ça c'est dans le livre, hein, vous pouvez le lire, hein, il y a quelques bonnes pages. Je vais encore vous lire une page hein, qui est intéressante aussi peut-être. Alors dans le livre, on apprend aussi que la DRM, la Direction du renseignement militaire, c'est ceux qui traitent tout ce qui est l'imagerie hein, satellitaire ou via des drones. Hein. Et donc on apprend en fait aussi qu'ils louent des avions hein, sur les théâtres d'opération pour filmer qu'est-ce qui se passe au sol, quoi, comme par exemple en Égypte, dans la dictature égyptienne, hein, où ils ont été de connivence complices des meurtres de civils. Et donc là, sur la zone irakienne, ils expliquent en fait, donc comme ils louent des avions, ils ont le projet des avions sur les théâtres d'opération, donc ils filment beaucoup de vidéos et de photos, et donc les opérateurs, les analystes en imagerie au sol, ils n'arrivent pas à traiter le flux de données, donc il y a un manque criant de personnel, et ils voudraient aussi recruter des data scientists pour traiter les images au niveau vidéo, hein. Et donc voilà, donc il manque de budget, et donc on apprend aussi que par exemple la DGSE, ils ont un supercalculateur pour casser les codes, donc dans le boulevard Mortier au sous-sol, hein, donc ils veulent casser les codes des dossiers de cryptographie, tout ça quoi, donc ils ont le budget, donc ils engagent des ingénieurs, des mathématiciens, et tous ces cerveaux travaillent pour casser les codes, pour décoder toutes les communications, les emails chiffrés, tout ça quoi. Voilà, c'est ce qu'on apprend dans le livre, hein, donc moi je l'ai lu, hein, donc voilà, donc ça c'est la pochette du livre. Hein. Il n'est pas trop mal, hein, comme je vous ai dit, hein, moi j'ai lu ça à titre informatif, hein, donc j'ai lu ça comme ça juste avant de faire le dos. Hein. Donc où sont passés nos espions, petits et grands secrets du renseignement français, donc il y a quelques petits secrets, des anecdotes, hein. Mais pour moi le plus criant c'était le fait que des terroristes passent la frontière qui sont connus que des droits communs et non de terrorisme. Quoi. Donc tout ça c'est écrit dans le livre, hein, vous pouvez le lire. Abondamment, hein, vous le partagez. Hein. Donc moi je l'ai lu. Voilà, c'est fini.